toi qui es supporter du Standard. Oui, je te mets en confrontation directe avec Guillaume. Ah, il m'avait pas dit ça. Ah ouais, tu serais peut-être pas venu si je te l'avais pas dit. Donc, du coup, je te l'ai pas dit direct. Je prépare ma réponse. Il a un peu honte, je pense, c'est pour ça. Non, il n'y a jamais honte. Je rigole. Fierté, passion, ferveur, Je toujours. rigole. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est déjà l'avant-dernière de cette saison de Jupiler Pro League absolument incroyable que nous avons traversé ensemble. Des milliers d'invités et surtout beaucoup de bonheur, beaucoup de sourires, beaucoup de clash aussi. Et pour terminer, forcément, tout doucement, eh bien, il faut de plus en plus augmenter le niveau. C'est comme ça. On monte en puissance et aujourd'hui, on a un très bel invité. On va évidemment présenter celui-ci dans quelques instants, mais juste avant, comme d'habitude, les chroniqueurs, aussi piquants que délicieux. Quentin, comment ça va? Ça va très bien. Triste parce que c'est ma dernière de la saison et que le championnat belge se termine. Mais on a vécu une belle saison, on va dire. Oui, bon, ne sois pas triste parce qu'on va quand même te retrouver tout l'été pendant l'Euro et à de nombreuses reprises. Donc, il y aura de quoi parler de football encore une fois. Et puis à ses côtés, évidemment, il traverse la Ligue 1 et la Jupiler Pro League avec plaisir et passion. Monsieur Thomas Van der Merch est avec nous. Pourquoi tu parles de mon nom de famille? Je sais pas, je trouve que ton nom est très beau. Allez, c'est bon, tu peux le dire. Ah, magnifique. Comment ça va, mon Thomas? Ça va tranquille. La saison Ligue 1 terminée. Il peut rester plus qu'un match en Pro League, donc, et on sait toujours pas qui sera champion, donc, c'est top. Un autre nom de famille qui pourrait bien t'aller, c'est Thomas le Bourlingueur, parce que tu ne cesses de prendre des avions partout pour aller sur le terrain. Au moins, on a un vrai reporter qui va sur le terrain tout le temps avec nous. Ça, c'est bien. On a pas un journaliste, parce que t'es pas journaliste de formation, mais tu vas tout le temps sur le terrain, donc ça renforce encore une fois ton expertise. Merci d'être avec nous. Et puis à côté, évidemment, notre invité, on allait le présenter. C'est une légende du football belge. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. C'est un homme qu'on aime beaucoup, bien sûr, ici dans le Football Time. Et puis surtout, c'est un ancien international belge. Il était notamment sélectionné pour la Coupe du Monde 2014. On y reviendra. Champion de Belgique, j'allais dire champion du monde. Non, pas encore. Avec le Sporting d'Anderlecht à 4 reprises. Et évidemment, Guillaume Gillet. Comment ça va? Salut Sacha, très bien. Merci pour l'invitation. C'est un bonheur. Je suis super content que tu sois là. Je suis content. En plus, en préface de l'émission, tu as dit qu'on montait à chaque fois en gamme. Et étant donné que je suis l'avant-dernier, ça veut dire que tu m'estimes quand même pas mal dans ton émission. Donc, t'es au top. T'es au top, mon Guillaume. T'es au top. T'es un joueur que j'ai énormément suivi et qui m'a fait rêver pendant de nombreuses années. Donc, le fait de t'avoir dans l'émission, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, on était en tournage dans le Belfius Camp avec Quentin. Et quand je lui ai dit que c'était Guillaume Gillet, il a dit non, c'est pas vrai. C'est une blague. À ce point-là. Je lui ai dit ouais, à ce point-là. Non, on est des grands fans du football belge et on est très heureux de te recevoir. Et puis surtout, on aimerait parler de qui est aujourd'hui le Guillaume Gillet 2.0, celui qui a quitté sa vie de joueur et qui est devenu entraîneur de football. Tu as quitté donc le Sporting d'Anderlecht, en tout cas les RSCA Futures en tant que coach. Aujourd'hui, tu es libre de tout contrat. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment ta perspective en tant que coach qu'on veut avoir. Pour toi, c'est quoi un entraîneur de foot? Alors pour moi, un entraîneur de foot, c'est un sujet qui est très vaste. Je crois qu'avec une heure, on n'aura pas assez de temps pour débattre de ce sujet-là, mais on va essayer d'aller profondément quand même dans les choses. Pour moi, un entraîneur aujourd'hui, c'est avant tout quelqu'un qui est très bon en management. Parce que tactiquement, à partir du moment où on entraîne des adultes, je pense que tactiquement, les joueurs ont déjà eu une formation, ils sont déjà assez au courant de ce qui se fait. Par contre, manager 25, 30 individus qui ont chacun des perspectives différentes, des objectifs différents, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer des messages, quelqu'un qui est capable de faire passer sa philosophie. Et oui, c'est quelqu'un qui se met pas trop en avant, qui préfère que ses joueurs soient sous la lumière que lui. Quelqu'un aussi qui travaille en collaboration étroite avec son staff, parce qu'un entraîneur tout seul ne peut pas réussir de bons résultats. Donc pour moi, ça c'est un peu ce qui est nécessaire pour un entraîneur aujourd'hui pour faire de bons résultats. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais ce métier d'entraîneur par vocation ou est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté manque du terrain?
Est-ce qu'il n'y a pas ce manque de dire, bon, à un moment donné, ça me manque tellement, il faut que je sois là, il faut que je sois présent, il faut que je sente ce terrain vert, ce gazon, il faut que je revive quelque part des émotions que j'ai déjà vécues en tant que joueur et que j'ai envie de retrouver. C'est vrai que le manque, il sera toujours là, je pense, hein, parce que je suis un grand joueur dans l'âme, je suis encore un peu un enfant. Donc, jouer au foot, ça me manque certainement. Maintenant, de là à dire que c'est parce que j'ai arrêté de jouer que je suis devenu entraîneur, non. Certains voient très tôt et sentent très tôt qu'ils ont un avenir là-dedans. J'ai eu la chance de rencontrer Jürgen Klopp. Et, lui m'a dit tout de suite, moi à 23, 24 ans, je savais que je voulais devenir un grand entraîneur parce que j'étais pas bon sur le terrain. Il a quand même joué en 2e division allemande, ce qui n'est pas mal, mais il avait déjà ce côté formateur, entraîneur en lui. Moi, c'est plus sur la fin de ma carrière de joueur que j'ai commencé en fait à regarder ce que mes entraîneurs faisaient. Au début, j'écoutais tout ce qu'on me disait parce que je jouais. Moi, ce que je voulais, c'était jouer. Mais petit à petit, on se rend compte que ce métier-là d'entraîneur, c'est énormément de responsabilités, énormément de pression. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aussi un peu à l'envers du décor. Et quand j'ai pu connaître mes premières expériences en tant qu'entraîneur adjoint, d'abord de Felice, et puis entraîneur principal à Anderlecht, là on est seul face à tout le monde, et c'est pas évident. C'est un métier qui est très compliqué. Donc voilà, il faut s'accrocher. Ouais, il faut s'accrocher. Mais forcément, c'est un métier qui n'est pas... les privilèges, quelque part, que tu avais au départ quand tu es joueur et qu'à un moment donné, tu bâtis toute une carrière où tu peux t'appuyer quand même sur un CV, une base solide, une connaissance, un réseau aussi, on peut le dire. Là, maintenant, en fait, tu dois recommencer tout à zéro. Tout à fait, parce qu'on n'est pas du tout dans le même délire, le même métier. Comme je l'ai dit, entraîneur, c'est gérer un tas de personnes. Il n'y a pas que les joueurs, il y a le staff, il y a aussi les relations avec la hiérarchie dans le club, donc sa direction, les transferts, etc. La presse, il faut pouvoir gérer. J'ai parlé avec l'entraîneur de Lens dernièrement, il fait entre 500 et 600 interventions presse, ce qui est énorme. Pour garder de la fraîcheur et de la spontanéité, effectivement, c'est pas évident. Très compliqué. Forcément, il est soutenu par quelqu'un qui l'aide à aussi trouver les bonnes formules, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que joueur, on est concentré sur son match. On s'entraîne la semaine, mais au bout de la semaine, l'objectif, c'est gagner le match et d'être bon sur le terrain. Entraîneur, je pense qu'il y a des problèmes, des choses imprévues au quotidien qu'il faut être capable de gérer de manière adéquate et rapidement, parce que sinon, si on laisse traîner les choses, c'est pas bon. Tu parlais de Klopp tout à l'heure, il y a la fameuse anecdote que tu avais déjà racontée, on va pas te la faire raconter à nouveau. Effectivement, tu l'as rencontré à la piscine d'un hôtel à Las Vegas, et je pense comprendre que c'est vraiment un type de football qui te plaît. Mais si tu dois vraiment t'identifier à une école de pensée, ce serait laquelle dans le foot? C'est vrai que Jürgen Klopp, j'adore au-delà de l'homme, j'adore l'entraîneur, le style de jeu de Liverpool il sera plus sous la conduite de Jürgen Klopp les prochaines saisons, mais c'est un foot qui me plaît. Par rapport à ce que moi j'ai connu, forcément, je peux retirer de chaque entraîneur que j'ai eu quelque chose. Chez certains, peut-être plus au niveau tactique, chez d'autres, peut-être plus au niveau justement gestion humaine. Donc ça, c'est intéressant aussi pour moi d'avoir pu évoluer dans différents championnats, d'avoir côtoyé de très bons entraîneurs. Et, je veux dire, le premier entraîneur qui m'a vraiment donné envie de devenir coach est John Van den Brom. À Anderlecht. Possession, construction, on est sur un football de domination. Domination très offensif. Pour lui, c'était mieux de gagner 5-4 que de gagner 1-0. Et voilà, moi j'aime bien cette mentalité-là. On sait que le Hollandais, c'est un football très offensif, toujours avec trois attaquants. Forcément, il avait les outils à sa disposition pour le faire à Anderlecht.
pense à des Mbokani, Jovanovic, Suarez, Biglia et j'en passe. Donc, je crois que ça convenait parfaitement au style de la maison anderlechtoise. Et puis c'était un homme qui avait une très bonne relation avec son groupe. Et c'est ce que j'ai envie aussi de connaître moi en tant qu'entraîneur. Et donc justement, tu t'identifies, donc on est sur deux modèles complètement différents. Donc ma question suivante, forcément, elle va trancher entre les deux. Est-ce que tu es le type d'entraîneur qui va avoir un football sur lequel tu t'emploies à vraiment, je dirais, rester fidèle, ou alors on est sur un coach qui s'adapte un peu à la Mourinho, etc., à son adversaire? Est-ce que tu travailles en fonction des qualités des adversaires et donc forcément c'est une faculté d'adaptabilité, de remise en question qui est continuelle, ou alors tu as ton plan, tu as ta façon de penser le football et tu n'en transiges pas? Non, il faut un plan de base. Mais pour moi, un entraîneur aujourd'hui doit être capable de s'adapter en fonction de plusieurs choses. Il y a l'effet de match, il y a l'adversaire, il y a la qualité du groupe qui est mis à ta disposition. Et tout ça sont des éléments auxquels il faut penser, sur lesquels il faut s'attarder pour préparer le meilleur plan pour le match qui suit. Aujourd'hui, je peux pas concevoir qu'un entraîneur n'essaye pas quelque chose en cours de match s'il voit que son équipe prend l'eau. Et pourtant, ça arrive encore trop souvent. Donc moi, je pense que je suis un entraîneur avec peu d'expérience, mais je serai un entraîneur hybride. Ça veut dire qu'il y a d'un côté, j'ai envie d'imposer mes bases, des choses sur lesquelles je serai intransigeant avec mes joueurs, que ce soit défensivement, offensivement, etc. Ou dans le don de soi. Tu me connais en tant qu'ancien joueur, j'avais cette mentalité de guerrier. Moi, je veux que ça transpire aussi ça dans mon équipe. Mais d'un autre, je veux être pragmatique et efficace. Donc, si sur un match le cholismo un peu quand même. Ouais, un peu de cholismo. Voilà, si sur un match je sens que l'adversaire m'est supérieur, qui presse très bien, qu'on n'arrive pas à sortir proprement. Pourquoi aujourd'hui ne pas dire à son défenseur, joue long, cherche la profondeur, et à ce moment-là, toi, t'as déjà travaillé ça. T'as déjà travaillé ça avec tes attaquants, où tu dis, si à un moment donné on est en difficulté, et là, on arrête de demander le ballon dans les pieds, on commence à faire des courses dans tous les sens, profondeur, jeu long, déviation. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le football aujourd'hui, c'est que t'as des milliers de possibilités pour faire mal à l'adversaire. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que on va aborder plusieurs coachs. Forcément, on est dans les moments forts de la semaine. On démarre avec la rencontre qu'on a tous suivie, certainement, Anderlecht Club de Bruges. Et là, on va avoir aussi ta vision un petit peu des coachings différents, que ce soit Nicky Hayden ou évidemment Brian Rimmer, où il y aura certainement beaucoup de choses à dire. On va commencer avec une question très simple, messieurs, comme d'habitude. Battu par un club de Bruges plus expérimenté et plus mature, le Sporting d'Anderlecht aura-t-il des regrets s'il ne gagne pas le titre dimanche au Bossel Stadium, Quentin? Non, parce que pour moi, déjà, le titre, c'est fini pour eux. Donc, ils peuvent plus le gagner à l'Antwerp. Déjà, je suis même pas sûr qu'ils gagneront à l'Antwerp. C'est déjà une première chose. Et puis, quand on voit la façon dans laquelle ils ont joué contre Bruges, que ça soit au niveau du coaching, mais aussi bien au niveau des joueurs, excuse-moi, mais j'étais au stade et j'ai vu aucun joueur qui avait envie sur le terrain. J'ai vu aucune combativité, il y avait pas de mentalité, il y avait pas de responsabilité, il y avait rien du tout. Donc je pense que tu peux pas être champion et tu peux pas prétendre être champion de Belgique quand tu joues comme ça, tout simplement. Ouais, Guillaume, tu entends un petit peu ce que dit Quentin. C'est quelque part, et là on fait le lien avec ce que tu disais, c'est intéressant de faire la transition, ce manque de grinta, ce manque de hargne, ce manque de on veut pas laisser passer ce résultat comme ça qui manque au Sporting. Ouais, c'est difficile à voir de l'extérieur quand on a connu plusieurs fois des matchs clés comme celui de dimanche dernier. Peut-être les joueurs ont été paralysés par l'enjeu, parce que si je regarde dans l'équipe qui a commencé, qui a déjà vraiment connu ce genre de match là, très peu finalement. Anderlecht reste sur pas mal d'années maintenant sans trophée, sans titre. De temps en temps, ils sont qualifiés pour les playoffs 1, mais on était déjà très très heureux à ce moment-là.
Et donc ici, je crois que c'est un peu à l'image de la saison finalement, où Anderlecht a gagné beaucoup de points sans imposer son jeu, en étant hyper efficace, en piquant l'adversaire à chaque fois qu'il le pouvait, surtout à domicile. Donc je crois qu'Anderlecht, le fait de pouvoir se battre encore, parce qu'il reste quand même une infime chance de devenir champion jusqu'au dernier match, c'est déjà, par rapport à ce qu'ils ont montré sur la saison, c'est déjà pas mal. Oui, c'est clair. Thomas, il y avait 2 classes d'écart en fait entre le Sporting d'Anderlecht et le club de Bruges. Comment tu analyses ça? Tactiquement, je pense que Hayen a été nettement meilleur que Rimmer. Le fait d'avoir utilisé 4 milieux de terrain, ça a déstabilisé les plans de Rimmer, et aussi la composition d'équipe de Rimmer me chiffonne, parce que le fait de pas mettre un Léoni alors que tu as Hachimérou et Delaney qui sont absents, tu préfères jouer avec un Amouzu, si je me trompe pas, c'est lui qui a pris la position. Je trouve ça quand même assez étonnant, bizarre, parce que justement il faut cette grinta, il faut ce type de joueur pour remporter un trophée. Et il a quand même très bien performé cette saison, donc je comprends pas qu'il est rentré qu'à la 70e minute de jeu. Le fait aussi qu'il fasse rentrer que les premiers joueurs à la 70e minute, ça pose question. Et aussi le fait, ça on en parle depuis le début de saison, il a 2 attaquants de très bonne qualité. Ne pas vouloir jouer avec 2 attaquants systématiquement tout au long de la saison, je pense que c'était quand même problématique aussi. Il avait l'occasion de le faire maintenant parce que c'était vraiment nécessaire. Il a préféré sortir Dolberg et mettre Vasquez. Pour moi, c'était une erreur. Voilà, ça c'est important. C'est vraiment un point que je voulais aborder, parce que Dolberg reste sur une rencontre absolument magnifique avec un but exceptionnel. Et derrière, en termes de confiance, je dirais, on a envie de tout renverser. Qu'est-ce que cherche à faire Bryan Rimmer à travers ce choix? Je sais pas si l'un de vous a des idées comme ça. Guillaume, tu as été joueur. Est-ce que tu comprendrais qu'après une performance comme celle de Dolberg, qui a quand même été très fort dans le match, le dernier match avant le club de Bruges, qui soit comme ça mis sur le banc, est-ce que toi, en tant que joueur, tu le concevrais? Il y a plusieurs facteurs. Est-ce que en semaine, tout le monde sait aussi ce qui s'est passé à l'entraînement? Peut-être que Dolberg, Anderlecht n'a pas voulu dire. Peut-être Dolberg a ressenti une gêne. Peut-être qu'il n'était pas à 100%. C'est vrai que c'est un choix bizarre, parce que Dolberg sur la saison, le nombre de fois où il est passé comme un fantôme durant le match, et on se dit mais pourquoi le coach il le sort pas une semaine, 2 semaines, donner la chance à Vasquez, qui a de temps en temps fait des bonnes rentrées, a été parfois efficace devant le but. Et puis ici, sur un match décisif presque, on fait ce choix-là. C'est assez étonnant. Pour en revenir à ce qu'il disait juste avant. Il faut même aller plus loin. Quand je regarde le match la saison dernière d'Anderlecht, qui mène 2-0 contre l'AZ, un quart de finale de Coupe d'Europe, et part jouer à l'AZ en sachant qu'on va être mis sous pression, que l'AZ va vouloir essayer de marquer rapidement, de mettre beaucoup de pression. Rimmer n'a rien proposé par rapport à ce match retour. Il n'a pas offert un vrai débat, quoi. Non, il n'a pas offert un débat. Il s'est dit, je vais prendre la même équipe qu'au match aller, je vais la remettre au match retour, en croyant qu'il allait pouvoir sortir facilement du press à l'AZ et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé là? On a vu l'AZ a marqué après, je sais pas, dans les 10 premières minutes. Mais malgré ça, il n'a pas changé son fusil d'épaule. Donc il est resté toujours avec son même plan, et j'ai l'impression qu'il s'entête à rester dans ce schéma-là et de ne pas être capable de répondre à un fait de jeu à l'adversaire. Thomas. Complètement d'accord avec Guillaume, parce que justement, si tu parlais avant de parler de ce débat-là, tu parlais justement qu'on peut facilement s'adapter en cours de match ou avant match ou par rapport à l'adversaire. C'est ce que Rimmer a fait tout au long de la saison. Il s'est pas adapté à ses adversaires. Il reste borné sur son système 4-3-3. Il change pas. Il reste comme ça. Il fait toujours la même chose et il s'adapte pas. Et je pense que ça, c'est le gros problème. Et ce que Hayen a fait face à Anderlecht, c'est que justement, il s'est adapté à Anderlecht. Il a mis 4 milieux de terrain et ça a marché. Ils ont gagné et ils vont être champions. Il n'y a pas de honte, en fait. Il n'y a pas de honte à s'adapter. Il y a le Barça qui joue un football que personne d'autre, peut-être Manchester City un peu, on peut retrouver des similitudes parce que c'est Guardiola, mais à part cette équipe-là qui joue un football extraordinaire, aujourd'hui tout le monde est obligé de s'adapter aussi aux forces et aux faiblesses de l'adversaire, et je trouve ça dommage
de ne pas s'appuyer sur ça justement en tant qu'entraîneur. Bien sûr. Quentin, tu étais au stade, donc il y a des choses que tu as vues qui étaient très visibles à l'œil nu, et vraisemblablement on a l'impression que Bryan Rimmer, lui, ne les voit pas. Ben, je pense même, j'ai envie de te dire qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être, on va dire, 25 000 personnes qui étaient au stade, je sais pas combien, mais imaginons, il y a 25 000 personnes qui, déjà à la 50e, on va dire qu'à 20 000 chantaient Théolonie. Donc je pense qu'il y a 20 000 personnes dans le stade qui savaient qu'il fallait faire monter Théolonie parce que ça n'allait pas. Et non, 60e, rien, 65e, rien, 70e, rien. Et les gens commençaient à devenir fous. Franchement, j'avais des supporters autour de moi, mais ils pétaient vraiment des câbles, hein, que ce soit sur les joueurs, sur Rimmer ou autre, ils pétaient vraiment des câbles et ils avaient envie que Léonie monte parce qu'il fallait un combattant. Onyedika, il jouait en marchant, il s'amusait. Lui, il était dans son fauteuil. Van Aken, pareil, il était dans son fauteuil. Franchement, Van Aken, là, il pouvait jouer encore comme ça pendant 500 minutes. Et il était comme ça, il faisait sa petite passe, et tout tranquille, il faisait tourner. Et même, je trouve que ça part aussi dans Rimmer, c'est dans les choix de tactique et tout, mais même dans la motivation des joueurs, comment les coacher et tout, t'es mené 1-0. Tu sais que si tu perds, tu rates quasi le titre. Tu dois revenir, comme on disait, 1 point. Tu prenais 1 point là, tu gardais cette avance, mais t'étais mené 1-0. Il n'y a pas de pressing. Il y avait rien. Les joueurs, et Bruges, ils faisaient tourner la balle comme ça entre les milieux défensifs, Van Aken, les défenseurs et le gardien. Et à un moment, sûrement qu'ils avaient une consigne, je sais pas quoi, vous arrêtez à cette ligne-là. Et les attaquants, ils pressaient pas. Il fallait qu'il y en ait un qui fasse le pressing, mais du coup, l'autre ne suivait pas. Il y avait un trou, et ils repartaient comme ça. Et tu peux jamais gagner un match comme ça, il y a un gros manque. Ouais. Ils étaient pas très offensifs à la fin non plus. Il n'y a pas eu de révolte. Ils ont pas eu. C'est ça. Tu t'en fous. Mais c'est ça qui m'a le plus choqué en fait. Le fait de n'avoir aucun sentiment de. Tu sais qu'à un moment donné, le football, les qualités techniques, elles s'effacent en fait. C'est l'orgueil, c'est la mentalité. C'est qu'est-ce que tu vas montrer, qu'est-ce que tu vas donner aux gens sur le terrain. Et là, en fait, Guillaume, on avait l'impression qu'ils avaient pas ça en eux, en fait, tout simplement. Il n'y a pas ça. Non, c'est une culture, c'est ce qui manque à Anderlecht maintenant depuis des années. Après, c'est facile de dire, quand on joue Anderlecht, être champion, c'est normal. Mais demander aux joueurs du Bayern, par exemple, qui ont été champions 11 années d'affilée, mais si à la fin du championnat, quand vous êtes champion, vous tournez pas le bouton directement et vous laissez aller les choses en croyant non, ça va être facile. Mais jamais derrière il y a 10 autres titres. C'est toujours il faut toujours se remettre en question en tant que joueur, mais aussi en tant que staff, en tant qu'entraîneur et voir ce qu'on peut améliorer malgré une victoire. Et petite anecdote, je suis en train de préparer mon dossier final là pour obtenir la licence pro. Je commence mon travail en disant une phrase que je sais pas, pendant la nuit, c'est venu comme ça et je l'ai mise par écrit. C'est l'important en tant qu'entraîneur, c'est pas de gagner ou de perdre. Vous allez me dire, mais il est fou parce que quand on est entraîneur, on est jugé que sur les résultats. C'est pas fini, la phrase n'est pas finie, mais l'important, c'est de savoir comment on a gagné et pourquoi on a perdu. Parce que en adoptant cette démarche-là, ça te permet de voir sur un match ce qui t'a permis justement, quels sont les éléments qui t'ont permis de renverser le match, de gagner le match, mais quels sont aussi les facteurs qui font que tu as perdu. Parce que si tu arrives à voir ça avec tes joueurs et à leur montrer de manière précise ce qui s'est passé durant le match, tu es en avance sur les autres. Ouais, apprendre de ses échecs. Ça, et les intégrer dans ce processus-là, justement. Si je pose la question, pourquoi on a pris ce but-là à mes joueurs, c'est parce que j'ai envie que ça vienne d'eux. Et si eux donnent la réponse, ça veut dire qu'ils sont déjà dans un processus, tu vois, d'amélioration. Ça veut dire que ils ont vu. Donc, à l'entraînement, normalement, on doit essayer de plus refaire, de plus recommettre ce genre d'erreurs-là. On va travailler à l'entraînement sur ces erreurs. Et pour revenir sur le débat, du coup, Bryan Rimmer n'apprend pas de ses échecs. C'est clair. Il reste fidèle à sa ligne conductrice. Et mais elle est pas bonne. Non, je suis désolé. Si on regarde les résultats d'Anderlecht cette saison, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est dû à Rimmer ou pas? Non. Je pense qu'il faut dire aussi que Anderlecht a fait des transferts aussi. Voilà. Si je compare le noyau qu'on avait à disposition avec Felice en début de saison dernière et le noyau cette année, excusez-moi, mais il y a une grosse différence. C'est deux équipes tout à fait différentes. Donc il y a aussi des joueurs de qualité, d'expérience qui sont venus renforcer ce noyau-là, mais
moi, je garderai toujours ce match retour à la Z et on en revient au même débat que le match contre Bruges. J'ai pas senti que les joueurs ils se rendaient compte qu'ils jouaient à quart de finale de Coupe d'Europe. Moi, j'ai vu Bruges contre la Fiorentina. Ils sont dépouillés, et je peux pas concevoir qu'on puisse jouer des matchs comme ça et après coup se dire on est passé, c'était un jour sans, on est passé à côté. Non, ces matchs-là, il faut les gagner. Quand on joue une finale, il faut la gagner. Il faut pas y participer, il faut gagner. Mais ça, c'est plus profond. Ça, c'est la mentalité intégrée, notamment. Ouais. C'est l'ADN. Mais qui aujourd'hui? Mais elle doit être là, l'ADN, logiquement. Le Sporting d'Anderlecht a une ADN qui ne s'arrête pas ou ne commence pas au mandat de Fredberg. Je veux dire, aujourd'hui, l'ADN, elle doit être incluse complètement dans la mentalité même des joueurs qui viennent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre, concevoir. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Fredberg a l'ADN Anderlecht? Non, pas encore. Il lui faudra plus de temps pour vraiment découvre ce que c'est réellement Anderlecht. Mais on peut pas demander, je comprends si on peut pas demander à quelqu'un qui vient de l'étranger je pense qu'il connaissait rien du championnat belge. Avant, il faut pas se leurrer. Anderlecht certainement, parce qu'Anderlecht sur la carte européenne, ça veut dire quelque chose. Donc, en se renseignant un peu, on sait que c'est le club le plus titré. C'est un club qui joue chaque année la Coupe d'Europe. Mais ça demande du temps de s'imprégner vraiment d'un ADN, d'une institution. Pour moi, Anderlecht, c'est une institution. Voilà. Et j'ai l'impression que depuis que le club a été vendu et racheté, c'est un peu disparu. On n'a pas cette impression. Ouais, on n'a pas cette impression. Effectivement, c'est compliqué. En face, un club de Bruges qui est assez tranquillement dans une gestion avec des joueurs qui sont largement au-dessus individuellement, mais qui n'ont pas été mis sous pression, comme vous l'avez très bien dit, messieurs. Du coup, la question, elle est la suivante. Qu'est-ce qui peut encore empêcher le club de Bruges d'aller gagner un titre supplémentaire, mon cher Quentin? Ils peuvent même prendre un point, ils jouent à domicile, même si c'est contre le Cercle. Et Cercle, je pense, c'est une équipe qui peut ennuyer le club. Mais là, ils sont passés dans un autre mindset avec le licenciement de Deila. Sous Nikayen, ils sont passés vraiment dans une autre philosophie. Et on l'a vu, une autre mentalité, une autre envie de jouer. Je pense, le coach a sûrement dû faire beaucoup à parler aux joueurs. On savait notamment que, par exemple, Onyedika et Deila, ça allait vraiment pas. On voit un tout autre Onyedika qui marque, qui est présent, qui en impose dans ce milieu de terrain. Et je pense qu'ils ont leur sort entre leurs mains. Même s'ils font un faux pas et qu'un match nul, ils sont champions à domicile. Sachant que déjà ici, contre Anderlecht, la vérité, s'ils gagnaient 0-4, c'était pareil. Ils ont joué en marchand, ils ont raté des occasions, mais des goals vides, des face-à-face, ils ont tout raté contre Anderlecht. Je pense un Cercle qui a aussi dépensé énormément d'énergie, je pense, dans ses playoffs et qui physiquement, je pense, pourront avoir dur à aller chercher, même si le Cercle a un enjeu aussi, cette 4e place. La fameuse 4e place, oui, effectivement, parce que la victoire en Coupe de Belgique de l'Union Saint-Gilloise va ouvrir les cartes, permettre des qualifications plus importantes. En tout cas, le 5e sera qualifié pour les phases préliminaires de la Conference League, ce qui veut donc dire qu'il y a une opportunité aussi à saisir pour le Cercle de Bruges qui pourrait passer donc devant forcément le KRC Genk. Mais pour revenir sur le club de Bruges, on ne voit pas qui pourrait les arrêter. Je te disais, qu'est-ce qui peut empêcher, Thomas, le club de Bruges d'aller chercher le titre? On a envie de dire rien du tout. Moi, j'ai envie de dire le Cercle de Bruges quand même, parce que ça reste le Cercle de Bruges, un derby. On connaît la rivalité entre ces deux clubs-là. Je pense pas que le Cercle de Bruges et les supporters et tout le club veulent voir son ennemi de toujours devenir champion devant eux, dans leur stade, entre guillemets aussi. Donc, je pense qu'ils vont tout faire aussi. Il y a une question d'honneur, quoi. Ouais, question d'honneur, et il y a de l'enjeu aussi, parce que comme on disait, ils peuvent encore aller décrocher une place européenne. Donc, pour moi, c'est pas acté d'avance. C'est vraiment pas acté d'avance. Et je serais tellement pas surpris que le club de Bruges ne remporte pas ce championnat, parce que ce championnat est dingue et impronosticable. Donc, a priori, si l'Union remporte le championnat, je serais vachement pas étonné. Ouais, c'est absolument incroyable, cette saison du club de Bruges, qu'on pensait absolument mort, qui a été recherché Niki Hayen, qui n'était pas nécessairement un entraîneur qui avait la cote dans le milieu du football belge, pas notamment parce qu'il avait fait descendre Stan Beveren, on le rappelle. Et puis ensuite, en fait, l'ADN a repris le dessus, tu en parlais tout à l'heure. Et finalement, les résultats sont là, Guillaume. Non, il faut croire qu'il a trouvé les mots justes. Dans ces cas-là, c'est souvent la saison de Bruges, elle était quand ils décident de mettre Deila dehors. Ils s'attendaient plus à grand-chose. Il y avait quand même ce match de Coupe d'Europe, mais je suis pas sûr qu'ils pensaient à ce moment-là qu'ils allaient pouvoir faire le parcours qu'ils ont fait par la suite. Et en championnat, c'était il y a toujours ces fameux playoffs qui
te permettent toujours d'un peu y croire. On a connu ça une fois avec Anderlecht. On avait 10 points de retard. Finalement, on a été champion. Je sais toujours pas comment on a fait pour dépasser tout le monde, mais c'est possible. C'est le cas de Bruges aujourd'hui. Le fait que ce soit un derby, c'est quand même un peu chiant pour le FC Bruges. Le cercle pour moi c'est vraiment le poil à gratter de ces playoffs, et ils sont pas du tout venus en victime consentante les autres matchs. Ils ont posé des problèmes à tout le monde. Donc c'est un style très très particulier, très atypique, mais qui gêne pas mal d'équipes. Donc attention, l'excès de confiance aussi. Parfois, quand on se voit trop beau, on sait que ça peut vite faire mal en retour. Mais malgré tout, tous ces éléments-là, je vois quand même pas comment Bruges peut laisser passer quelque chose qui lui paraissait tellement inimaginable il y a quelques semaines. Un match pour le titre, t'en as vécu un toi aussi. C'était le 6 mai 2012. But sur penalty d'un certain Guillaume Gillet, un but partout. Sporting d'Anderlecht champion, il va chercher son 31e titre national. Incroyable, forcément les sensations qu'on ressent quand le ballon passe la ligne. C'est là aussi ce petit truc que les joueurs de Bruges vont devoir aller chercher, cette détermination. Là maintenant, on a fait tellement de boulot, on ne peut pas lâcher à ce moment-là. C'est un peu ce que tu t'étais dit à ce moment-là aussi. Ouais, exactement. Quand on entrevoit vraiment les portes du succès, comme ça qu'on est à la toute fin du sprint final, on aimait tellement ça, nous les joueurs, la dernière semaine, les entraînements qui précèdent ce match-là, c'est un moment de pression énorme. J'ai élevé encore le niveau en prenant le ballon ce jour-là où il fallait absolument marquer pour égaliser, pour être champion. Il y a rien à faire, on a ça, on n'a pas. Le jour J, si tu commences à être paralysé et tout, et ça peut arriver malheureusement à certains joueurs, mais c'est malheureux pour. Moi, Guillaume, il y a un truc par contre, il faut absolument que tu nous expliques, parce que moi j'ai toujours rêvé le savoir. Quand on est joueur de foot et qu'on est dans une pression telle qu'on doit prendre le ballon et le mettre, mais moi je n'imagine pas ton cas. Stress, là, c'est toutes les émotions, rien qu'à en parler, ça vibre en moi, quoi. C'est un truc de fou. Quand tu dois prendre ce ballon et que c'est dur et tu sais que t'as 30 000 personnes et que tu vas peut-être aller chercher un titre sur ce penalty-là, mais comment tu te sens? Comment les jambes, la peau, les discussions, comment est-ce que t'entends quelque chose? Il se passe quoi en fait? Ouais, à chaque fois qu'on parle de cette phase de jeu, moi ça me donne la chair de poule. Et ça va peut-être vous surprendre, mais si je peux faire ça demain, recommencer demain, je le fais toujours. Je le fais toujours, alors que si on demande au commun des mortels, quelqu'un qui n'a mais je te dis ça, je t'interromps 2 secondes. C'est parce que moi, j'aurais peur. Ouais, mais voilà, je crèverais trop à l'idée de faire ça. Toi, tu prends ce ballon et tu vas, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Si je demande au commun des mortels, est-ce que tu aimerais vivre ça? Tout le monde va, dans la plupart des cas, tout le monde va dire non, moi j'ai pas envie de prendre le ballon, je laisse quelqu'un prendre les responsabilités de l'équipe et tout. Mais moi, voilà, c'était quelque chose auquel je m'étais préparé et j'avais envie de vivre ça. Et comme je t'ai dit, si je peux refaire ça le week-end prochain et revivre ça, la pression avant et la décompression. Après, bon, si j'avais raté, je parlerais pas comme ça. Mais je le referais quand même. Si j'avais raté, je retirerais. J'ai encore tiré des pénaltys après importants avec Lens, etc. Mais cette sensation-là où tout est fixé sur tous les yeux sont fixés sur toi, moi j'ai adoré. Ouais, c'est quelque part aussi c'est bien parce que ça parle aussi de la personnalité que tu es. Le fait de savoir attirer la lumière. Introverti à l'extérieur des terrains. Je suis quelqu'un de très casanier, introverti. J'aime m'amuser, j'ai beaucoup d'amis, mais ceux qui me connaissent en dehors du terrain me connaissent aussi sur le terrain. Je suis pas le même joueur. Je suis aussi gentil sur le terrain, mais je suis un gagnant. J'ai cette mentalité là qui m'a permis de faire la carrière que j'ai faite. Et aujourd'hui, pour moi, le but, c'est de transmettre ça à mes joueurs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus expérimentés. Je pense que j'ai des choses intéressantes à leur dire. Mais c'est des moments exceptionnels. Ça doit être incroyable. Et comment est-ce que derrière, tu sais, tu passes de ce nirvana-là, et après derrière, tu te dis, ouais, mais comment est-ce qu'on passe au calme? Comment est-ce qu'on arrive, après ce moment de folie-là, comment est-ce qu'on redescend, en fait?
Ça, la chute, elle est vertigineuse. Ouais. Tous les sportifs, tous les joueurs de foot que je côtoie. Ça doit être une drogue incroyable, Guillaume. Ouais, c'est l'adrénaline. L'adrénaline est dans quoi aujourd'hui je peux la retrouver à ce point-là, dans rien du tout. Donc, on cherche des choses à faire dans lesquelles on s'amuse, dans lesquelles on prend du plaisir. Mais ce que j'ai ressenti sur les terrains de foot, en tant qu'entraîneur, parfois j'ai senti ça avec mes jeunes. On s'est qualifié à Daines pour les playoffs 1 la saison dernière. Et là, j'étais comme un enfant. J'étais content, j'étais excité. Il y avait cette pression. J'ai adoré. Donc, faut aussi chercher là-dedans la réponse à ta question tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire entraîneur? C'est aussi pour aussi vivre encore des beaux moments comme celui-là. Vivre des moments importants, effectivement, et l'Union Saint-Gilloise pourrait en vivre un également, parce que durant ces Champions Playoffs, il faut pas les oublier, vainqueur de buts à 1 au Cercle de Bruges dont on vient de parler. Est-ce qu'il y a encore un infime espoir pour les jaunes et bleus, Quentin? Oui, il y a toujours un espoir, parce que je pense qu'à domicile contre Genk, ils pourront l'emporter. Maintenant, comme on l'a dit, ils n'ont pas le sort entre leurs mains, et c'est ça le problème. Et donc, ça dépendra du résultat de Bruges. Mais clairement, je pense qu'à domicile, contre Genk, avec un Cameron Puertas, un Moura qui retrouve enfin le fait d'être décisif. Donc, je pense que oui, que l'Union l'emportera contre Genk. Ils ont les mentalités, plutôt une ressource mentale pour faire cette différence, Thomas? Je pense que oui, parce que en début de ces playoffs, ils ont quand même fait 0/12. Ils ont justement retrouvé leur mentalité d'avant les playoffs. Donc je pense que ouais, ils ont les ressources, ils sont bons. Comme tu disais, Amoura retrouve bon, peut-être pas l'efficacité parce qu'il a raté pas mal d'occasions, mais il a marqué un but. Portas aussi, il est très bon. Non, en vrai, je pense qu'ils vont gagner contre Genk, mais tout dépendra bien évidemment du Cercle de Bruges. Et comme j'ai déjà dit, Cercle de Bruges peut gagner contre Bruges. Ouais, effectivement, ce serait possible, mais en tout cas, on va avoir une dernière journée absolument incroyable. Comme l'année dernière, je me souviens, la saison dernière, personne pensait que l'Antwerp allait l'emporter. Donc, et on est reparti avec l'hélicoptère. Et voilà. Il continue à tourner, c'était de la Belgique. Et je pense que l'hélicoptère à Bruges retournera à Bruxelles. Attention, parce que les hélicoptères, pour le moment, c'est pas... Ouais. C'est bon, parlons de réjouissance, hein. On parle de football et c'est Guillaume, on va essayer de rester, mais c'est vrai qu'effectivement, il faudra faire attention et rester vigilant au climat aussi, conditions météorologiques. Oui, forcément, cette Union Saint-Gilloise qui a réussi quelque part à se reprendre, quoi qu'il arrive, elle aura réussi sa saison quelque part. Thomas. Ouais, je pense que oui, ils ont quand même remporté la coupe, donc ça adoucit le fait qu'ils peuvent potentiellement pas être champions. Mais après, je sais, parce que là, je veux juste revenir sur ce que je viens de dire. Je sais pas si je suis assez objectif ou si c'est par rapport au fait que je veuille que l'Union soit champion ou pas. C'est ça en fait. Je sais pas si c'est le fait de vouloir voir une Union champion ou si Bruges va vraiment l'emporter parce qu'ils sont plus forts et que la situation fait qu'ils sont premiers et qu'ils peuvent l'emporter. Donc je sais pas si c'est un manque d'objectivité, mais en tout cas je crois quand même aux chances de l'Union. En tout cas, une chose est sûre, Guillaume, l'opération séduction de l'Union Saint-Gilloise, elle a fonctionné. Tout le monde veut voir l'Union Saint-Gilloise gagner, tout le monde veut voir l'Union Saint-Gilloise briller. Le nombre d'étrangers, je l'ai déjà dit dans cette émission, mais je vais le répéter, qui me demandent des places pour aller voir au Parc du Den les jaunes et bleus, c'est dingue en fait. Ils ont ouvert la boîte de Pandore du bonheur, quoi. Tout le monde adore l'Union. Oui, ils ont réussi à créer vraiment une belle atmosphère, que ce soit au stade ou même dans la façon de jouer. C'est nouveau, voilà. C'est aussi un football qui pourrait très bien aller. C'est un football qui est agréable à regarder parce qu'on se pose jamais de questions. On veut toujours faire mal à l'adversaire et c'est vrai que je suis content pour eux qu'ils aient pu conjurer le mauvais sort et remporter enfin un trophée parce que ce qu'ils font depuis 4 années maintenant, c'est fantastique et ils le méritent amplement. D'ailleurs, j'avais envoyé un message à un des dirigeants de l'Union pour le féliciter parce qu'il faut s'accrocher quand on rate de si peu 2 années d'affilée. On commence à se poser beaucoup de questions et même chose, ce qu'il a dit, c'est intéressant parce que c'est commencé les playoffs en faisant 0/12. Très peu d'équipes auraient pu relever la tête, mais l'Union a cette force de caractère et ça c'est incroyable. Et comme d'habitude, il y a ce noyau extrêmement sain avec des joueurs qui, je dirais, ont à peu près les mêmes identités, se ressemblent, avec un entraîneur aussi qui a
une histoire aussi derrière lui qui a été portée par cette histoire liée notamment à sa femme. On se souvient des câlins après la finale de la Coupe de Belgique remportée, etc. Voilà, c'est une ambiance générale, quoi. L'Union, on le disait tout à l'heure, c'est un collectif, c'est une identité, c'est une famille. Voilà, une famille qui a été créée et c'est comme ça, en fait, je pense qu'ils doivent continuer à se construire. Toi, tu les vois, si c'est pas cette année, remporter le titre dans les 2-3 prochaines années? Ouais, cette année, je pense, ça va être très très compliqué, plus compliqué que les années précédentes. Mais la façon dont le club travaille et dont il voit l'avenir, pour moi, c'est de toute façon dans la bonne direction. Quand on voit année après année, peu importe l'entraîneur qui était à sa tête, les transferts qu'ils ont fait, parce qu'ils ont perdu à chaque fois, ils ont perdu les meilleurs joueurs presque. Et à chaque fois remettre la main sur des inconnus et en faire ce qu'ils en font, Puertas, un Moura, un Nielsen, ce sont des joueurs que personne ne connaissait quand ils sont arrivés, mais qui aujourd'hui vont certainement encore partir sous d'autres cieux. Mais je fais confiance au club de l'Union pour avoir déjà anticipé, c'est avoir déjà travaillé sur et ça j'aime cette façon de travailler, donc je les vois encore se battre dans les prochaines années pour le titre. Après ce genre de choses, c'est très bien, ça fait 4 ans qu'ils gèrent très bien et tout, mais on connaît tous dans le football, c'est pour chaque club c'est pareil, à un moment donné il y aura une chute, donc est-ce que ça va continuer sur la longue durée? Je ne pense pas, et vu la supériorité de Bruges aujourd'hui, aussi bien financièrement que sportivement, j'ai du mal à croire que l'Union pourrait faire mieux que ce qu'ils ont fait là ces dernières années. Bon, mon Guillaume, on sait que tu es grand fan du RFC Liège, qui y a joué, grand fan d'Anderlecht. On va parler d'un double ennemi, le Standard de Liège. On est obligé. Un petit mot quand même sur le Standard. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais on va avoir aussi nos chroniqueurs aussi piquants que délicieux pour le faire. Après sa défaite 1-4 à domicile contre la Gantoise, le Standard de Liège peut-il se relever d'une saison si catastrophique? Moi, la question, elle est simple, Quentin. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es supporter du Standard, oui, je te mets en confrontation directe avec Guillaume. Ah, il m'avait pas dit ça. Ah, ce serait peut-être pas venu si je te l'avais pas dit. Donc, du coup, je te l'ai pas dit direct. Je prépare ma réponse. Il a un peu honte, je pense, c'est pour ça. Non, il y a jamais honte. Je rigole. Esprit, passion, ferveur, toujours. Je rigole. Est-ce qu'ils sont devenus un club moyen du championnat de Belgique? Bien sûr. Au niveau sportivement parlant, il y a rien à dire parce que ça dépend à quel degré, à quel stade tu en parles. Mais clairement, sportivement parlant, déjà, quand tu regardes le noyau du Standard, quand tu regardes le budget du club, tu peux pas rivaliser avec un top 6. C'est impossible. C'est impossible que financièrement tu puisses rivaliser avec ça. Même la qualité des joueurs, excuse-moi, mais ils ont gagné beaucoup de points, notamment, c'est pas parce que je suis supporter que je le dis, mais grâce aux supporters. Même on peut demander à des joueurs qui ont joué là-bas et tout, ils le disent, aller jouer au Standard, c'est quelque chose d'autre. Et donc, clairement, quand tu regardes sportivement parlant, mais c'est devenu un club moyen. Là, oui, je peux leur répondre à ta question. Ouais, c'est vrai. Quand tu dois, Thomas, faire une petite tier list, tu vois, j'attends patiemment. J'attends le moment de Guillaume qui puisse préparer sa réponse. Entre deux mois. Voilà, exactement. Quand tu dois faire une tier list, aujourd'hui, le Standard, tu le mets où? Est-ce que tu le mets sur le top 6? Est-ce que tu le mets entre la 6e et la 10e place? Est-ce que tu mets entre la 10e et la 13e ou entre la 13e et la 16e? Par rapport au niveau actuel ou par rapport à la situation? Ce Standard-là, qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi? Ce Standard-là, il est à sa place aujourd'hui, tout simplement. Avant-dernier donc entre la 13e et la 16e place. Ouais, non, entre la 10e et la 13e place. Ouais. Et pour donner un autre exemple, par exemple, Charleroi, qu'ils ont en play-down, ils sont pas à leur place. Ça, je trouve qu'ils devraient être plus haut par rapport au noyau qu'ils ont aujourd'hui. Mais le Standard, avec le noyau qu'ils ont, la situation, etc., ils sont très bien à leur place. Ça veut dire que tu es en train de dire que c'est quand même pas mal ce qu'ils ont réussi à faire avec le noyau qu'ils avaient? Honnêtement, ouais. Quand tu vois le contexte, quand tu vois la structure, quand tu vois 7-7-7 et tout, on parle quand même d'une des pires saisons de l'histoire du Standard. Donc te dire que, encore une des pires saisons de l'histoire du Standard, tu descends pas. Ça fait déjà pas mal. Et là, c'est un club qui va être en totale reconstruction. Donc on peut pas juger, sur cette saison précise, sachant que, qu'est-ce qui attend le Standard? On sait rien. Est-ce que ça va être la P4? Est-ce que ça va être un top 6? Est-ce qu'il va y avoir des repreneurs? Quels investisseurs? Est-ce que ça va être une multipropriété? Est-ce que ça va être un fan du club? On n'en sait rien. Donc c'est impossible de prédire, l'année prochaine, tout peut changer. Tu peux voir le Standard en zone rouge, tu peux voir le Standard en bas de la D1, et comme tu peux voir le Standard dans le top. Honnêtement, Guillaume, t'es fan, forcément, on l'a dit, on va le répéter, des deux clubs qui sont considérés comme les plus grands rivaux. Mais voir le Standard dans une telle situation compliquée, c'est quand même pas mieux quand ils sont tous en haut et qu'ils se tapent entre eux sportivement? Ouais, je peux être objectif, malgré mes origines, sang et marine. Ça te fait pas plaisir? Non, c'est
c'est comme si on va dans les grands championnats et qu'on on retire Dortmund au Bayern, on retire United à City. Enfin, c'est des exemples, il y en a des milliers. Donc, pour la beauté du football, pour les supporters, parce que il faut pas penser allez, pour le plaisir de les détester quelque part. C'est ça que tu dis. Bah, il y a rien de mieux que de jouer un match quand tu joues dans Anderlecht. Il y a rien de mieux de jouer un match à Sclessin. Ouais. Moi, ça a toujours été mon kiff et gagner, perdu. Et voilà, mais je m'amusais, j'avais envie d'y aller, donc forcément, ce serait une catastrophe pour le football belge. Mais ouais, c'est une saison. En fait, quand j'ai entendu Oufkens en début de saison dire dans une interview, dans toute sa carrière, donc joueur-entraîneur, il a jamais vu un groupe aussi fort. Et il avait dit ça? Ouais, il avait, oui. il avait dit ça. Et quand j'ai lu ça, pour moi, c'est le Standard le plus mauvais que j'ai jamais vu depuis que je regarde du foot, quoi. Donc c'est les problèmes extrasportifs sont aussi liés, je pense, aux mauvais résultats. C'est très difficile quand on est joueur et qu'on entend autant de mauvaises choses, de choses négatives, quand on voit les supporters fâchés, etc. C'est très difficile de retrouver un fil conducteur à la saison. On a beau, parce que je suis sûr que les joueurs, ils montent sur le terrain, ils se disent pas, non, aujourd'hui on va laisser aller. Mais c'est plus fort que ça, en fait. C'est très difficile de trouver les ressources. Ils n'ont pas la tête au foot. Non, c'est difficile de trouver les ressources qui te permettent de passer au-dessus de tout le contexte général du Standard. Donc, moi, je suis joueur du Standard aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis content de partir en vacances. Ouais. Mais et d'autres de rentrer dans leurs clubs initiaux, parce que la plupart sont en prêt. Mais quid de la prochaine reprise, du futur, parce que partir en vacances en ne sachant pas ce que le club va devenir, c'est pas non plus les meilleures conditions. Mais le fait que la saison s'arrête, ça doit être une bonne chose pour le Standard. Ouais, c'est vraiment, effectivement, il est temps que ça se termine, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est en eau de boudin, que c'est en train de tourner, et forcément pour le bonheur du football belge, c'est quand même un véritable problème. La situation au Standard, on l'a évoqué sur Twitter, mais on peut en dire en quelques mots, il y aura pas de recrutement en tant que tel, si ce n'est sur le dossier du gardien, parce que j'ai pas l'impression que les dirigeants du Standard soient actuellement si satisfaits que ça par les performances de Mathieu Epolo. Donc c'est en train de regarder un peu à droite à gauche si c'est possible de lui donner un peu de concurrence, parce qu'il pourrait y avoir un départ de Baudard forcément. En kiné, il ne devrait pas partir, un départ n'est pas à l'ordre du jour, et puis on le sait, d'ici la fin de saison, le Standard devrait avoir 15 millions d'euros de pertes supplémentaires. Si on compte le début de l'année prochaine, on est à 30 millions d'euros rien que pour budgétiser la saison. Ils ont défini ce qu'on appelle un déficit opérationnel avant la vente des joueurs à 30 millions d'euros. Donc on parle de 45 millions d'euros de déficit, ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un arrive, se porte garant des dettes qui sont évidemment encore supérieures à ça, mais en plus de ça, dépose quasiment 50 millions d'euros. Voilà la situation dans laquelle le Standard est aujourd'hui. On n'a pas envie de jouer au football, en fait, quand on vit ça. On n'est pas payé non plus. C'est compliqué. Moi, c'est dur, comme je l'ai dit, quand la tête n'est pas à 100%, les pieds ne... Mais toi, si t'avais vécu ça, tu serais tu ferais les mêmes types de perfs qu'eux, quoi. Bah, tu serais pas capable de sortir du lot, c'est ça que je veux savoir. Parce que quand je jouais au FC Liège, à l'époque où tout partait en cacahuète, on n'était pas payé non plus pendant des mois. Bon, c'était des tout petits salaires, hein, mais t'es pas payé. Même à ce niveau-là, ça te fait chier. Mais moi, mon plaisir, c'était de jouer le week-end, de porter ce maillot-là et de faire plaisir aux supporters. C'est ce qui peut-être a fait ma force durant ma carrière. Partout où j'ai joué, les supporters ils ont été satisfaits de la manière dont j'ai pas vraiment connu des gros soucis comme ça. Encore faut-il que les joueurs aient l'amour du blason, évidemment, et qu'ils souhaitent l'arborer et jouer pour cet amour du blason. On part tout de suite dans Parole de supporters, évidemment. Comme chaque semaine, on vous a posé la question sur X, anciennement appelé Twitter. On a un petit peu renversé le conducteur pour justement vous poser cette question, parce qu'elle est plus générale. Et justement, Guillaume, je pense que ça peut être intéressant d'en débattre avec toi, mais on va d'abord vous écouter. Pensez-vous que le niveau du championnat belge a augmenté cette saison? On va tout de suite partir avec une première réaction de Loïc Wos, qui n'est autre qu'un journaliste sportif, il travaille pour Wallfoot. Loïc nous dit:
quand tu vois les noms que tu parviens à attirer, les jeunes que tu parviens à sortir, les performances sur la scène européenne, le fait que les petits clubs voient aussi leurs joueurs partir vers l'étranger, in my opinion, de mon opinion, le championnat est en progression. Quentin? Ouais, moi je suis d'accord, parce que quand on regarde quand même ce que Bruges a fait, même si c'est la Conference League, entre guillemets, la plus petite des Coupes d'Europe, ouais, on a quand même espéré qu'un club belge aille en finale d'une Coupe d'Europe. Je pense qu'on se rend pas compte, parce qu'on voit des autres clubs, nanana, qui vont... Mais pour un petit pays comme nous, comme la Belgique, avoir un club de notre pays potentiellement en finale d'une Coupe d'Europe, moi je trouvais ça incroyable. Même si je suis pas supporter du club de Bruges, mais je suis derrière ma télé, je supportais le club de Bruges pour qu'ils aillent en finale. On a ça, puis on a des transferts, les montants des transferts. Ok, des fois il y a des montants qui sont peut-être exagérés comme des Thiago ou autres, mais il y a des joueurs et des pépites. On a des pépites, on a des futurs top joueurs. Donc oui, clairement, je trouve que step by step, parce qu'on brûle pas les étapes, mais je trouve que chaque année, le niveau de notre championnat s'améliore. Et puis pour faire un petit contre-avis, on a Carapils qui nous dit Carapils Pro League, oui, il boit de la bière à mon avis, Carapils, qui nous dit non, diminuer, donc le championnat a diminué, les clubs se tirent vers le bas, l'écart entre les gros et les petits diminue, donnant l'impression d'un mieux. Mais le niveau global est affligeant cette saison. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thomas? Parce que tu es un énorme fan du football, tu dois le prendre en plein cœur. Ouais, là, ce qu'il dit là, je suis vraiment pas d'accord. Je suis plus d'accord avec le premier message que tu as lu. Et pour revenir à ce que Quentin disait, parce que dans ce qu'il a dit, il y a un truc que j'aime pas trop, que je suis pas forcément d'accord avec lui. Et j'ai déjà dit durant les semaines précédentes, le fait que le club de Bruges est allé en demi-finale de Conference League, je trouve pas que c'est une référence pour le football belge, parce que quand on voit le parcours qu'ils ont fait, ils ont pas éliminé des grosses équipes. Il y avait juste Molde, PAOK et deux autres équipes du même. Ouais. Et la Fiorentina, qui est quand même une bonne équipe d'Italie, oui, mais ils l'ont quand même embêté, quoi. Ouais, je sais, mais ils les ont pas battus. Fiorentina, c'est pas la Juventus, c'est pas l'AC Milan, c'est pas l'Inter de Milan. Donc 9e cette saison en série. Ouais, voilà. Regarde l'Union, ce qu'ils ont fait dans leur groupe, c'était pas mal. Il y avait quand même du Liverpool. Ouais, mais il y avait du Toulouse et Toulouse ça a pas été battu. Donc a priori, je suis pas forcément. Pour moi, c'est le parcours de cette saison des clubs belges. Je trouve pas que c'est une référence par rapport au niveau qu'on est actuellement. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le niveau a bien augmenté, les joueurs qui sont partis du championnat, des vrais transferts, etc. Et on voit aussi des jeunes joueurs aujourd'hui qui sont extrêmement bien. Et le fait aussi, par exemple, que Charleroi était dans les playdowns, un club comme Courtrai était dans les playdowns aussi, ça montre aussi que il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont un niveau assez bon et meilleur que les saisons précédentes. Guillaume, là, tu as l'avis le plus objectif possible parce que tu l'as vécu, tu le vois, tu as été entraîneur, tu es passé par toutes les différentes générations. Est-ce que ce championnat a progressé cette saison? Pour en revenir aux commentaires de Carapils, si on boit trop de Carapils, on commence à voir flou, donc ça devient moins bon, à mon avis. Mais en fait, c'est très difficile de comparer les époques. Donc, l'époque à laquelle je jouais, moi je jouais, c'est difficile pour moi de dire, c'était plus fort à ce moment-là que maintenant. Ce qui parle aujourd'hui concrètement, c'est les chiffres, c'est le ranking UEFA maintenant des clubs belges. On est le sixième pays aujourd'hui derrière les 5 gros. On est devant le Portugal, devant les Pays-Bas, devant ce qui est vraiment pas mal. Et puis les transferts, les joueurs qui partent du championnat belge pour des sommes. À l'époque, Billiet partait 5 millions, c'était énorme. C'était énorme. Il a joué une finale de Coupe du Monde. C'était énorme. Aujourd'hui, on parle de joueurs qui partent pour 20, 30 millions, si on n'exagère pas. Donc, pour moi, c'est positif, mais c'est dû aussi à l'évolution du football. Mais c'est ça, parce que sur le niveau intrinsèque, quand toi t'étais joueur, le niveau des mecs qui étaient à côté de toi, et ceux qui sont à côté des Luis Vasquez, des Casper Dolberg, etc., qui sont des tops, on parle des top Belgique. Pour moi, on peut se parler français quand même. Ton niveau à l'époque, c'était quand même quelque chose, quoi. C'est ça que je dis. En fait, c'est difficile de comparer l'époque. Mais si vous me mettez entraîneur, vous me dites fais l'équipe que tu veux avec les joueurs avec qui tu as joué en Anderlecht et on joue contre l'équipe d'aujourd'hui ou même l'équipe de Bruges. Je pense qu'on est champion. Bah oui. Ouais, je pense qu'on est un peu aveuglé par les chiffres. C'est ça le foot a tellement évolué que tout coup, les prix, les transferts sont astronomiques et je pense qu'on est peut-être un peu trop aveuglé par rapport à ça. Ça nous influence et le niveau, vraiment comme tu dis, le niveau intrinsèque, c'est important de le prendre en considération et je pense quand on pense à l'équipe de Guillaume Gillet à l'époque, et qu'on compare l'équipe d'Anderlecht aujourd'hui qui a joué face à Bruges, je suis complètement d'accord avec lui. Son équipe à lui
à cette époque-là était quand même meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais l'évolution Donc, c'est du compliqué. football fait en sorte qu'aujourd'hui, on se concentre bien plus sur qu'est-ce qu'un joueur va devenir dans les 2-3 prochaines années, Qu'est-ce qu'il va rapporter. qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il est Aujourd'hui, maintenant. ouais. Tu vois ce que je veux dire, Guillaume? C'est ça aujourd'hui, on pense à court terme, à très court terme. Si on a l'occasion à un moment donné de mettre une pépite de 15 ans, de 16 ans, ben vas-y, mets-la. Mais là, il fait un bon match. C'est fois 10 directement dans la foulée. Donc, on n'a plus du tout les mêmes centres d'intérêt. C'est le foot qui veut ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne joue pas forcément au foot pour l'amour du foot, quoi. On joue au foot pour faire des affaires, pour pouvoir faire des gros transferts. Pour mettre sa famille à l'abri aussi. Pour les billets. Comme dirait Witzel. Ouais. Ah oui, c'est ça, on est là-dedans en fait. Quentin, tu rejoins un peu le débat parce que toi, tu es vraiment, et on va y venir, notamment avec la séquence Le Crack la Fraude, dans les pépites, les joueurs qui vont grandir, etc. Mais c'est ça KRC Genk Antwerp, Karetsa titulaire, une passe décisive, ça y est, c'est Lionel Messi. C'est ça. C'est ça le problème. On est là-dedans. Ah oui, c'est vrai, on est là-dedans, on est dans le problème des jeunes qui, comme Guillaume le disait, ils font une fois un truc incroyable, comme on peut en parler rien qu'avec le Standard, mais il y a une grosse partie des supporters, et notamment, tu l'as déjà dit plusieurs fois, avec le cas Nubi, eh ben, ils disent que Nubi, futur crack. Je vais au stade, je vois Nubi, ok, il est bon, mais excuse-moi, et c'est pas non plus le futur Sergio Ramos, comme on en parle. C'est pas Rafa Varane quand il était à Lens. C'est pas le futur Lionel Messi, tu vois. J'ai l'impression que on veut trop les brûler. On veut trop en faire, on va directement, après il va être un transfert. Regarde un Duranville, d'Anderlecht. On en a parlé comme énorme crack. Il va à Dortmund, mais il a un problème avec les blessures et tout. On l'a vendu comme le futur meilleur joueur de l'équipe nationale belge. Et il n'arrive pas à faire son trou. Ok, parce qu'il y a des soucis physiques et tout, mais il n'arrive pas à vraiment passer au-dessus. Donc ouais, je pense qu'on en fait beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'un jeune qui doit très bien gérer sa carrière, et ça c'est avec l'entourage et tout. Et je trouve, pas brûler les étapes, aller directement dans un gros club parce qu'il y a un grand club qui veut une pépite, donc il propose 20 millions, le club accepte, et le joueur il joue pas, et puis il est prêté, puis il est prêté, puis il est prêté. Et tu vois, pour revenir encore sur ça, tu sais ce qui fait la différence, par exemple, si tu regardes jouer Léoni, il est un peu plus vieux, hein, parce qu'il a 23 ans, mais on considère quand même encore comme un jeune d'Anderlecht parce qu'il a joué encore en U23 la saison dernière. C'est que lui a dû se forger un mental de fou pour arriver aujourd'hui à participer à des matchs, à être décisif dans des matchs, à devenir un peu la coqueluche du stade d'Anderlecht, alors que d'autres, on leur a donné comme ça. On dit tiens, joue à Anderlecht, les résultats de toute façon sont pas incroyables, on doit pas être champion à la fin de la saison. Fais jouer un jeune, et qu'est-ce que ça va nous coûter? Et on leur donne des contrats, et pour moi le gros souci aujourd'hui c'est ça. Et Léonie en est l'exemple. Le degré d'exigence, c'est ce que tu mets en avant. avant. Quand on compare Léonie à Verskaren, le traitement Anderlecht, c'est pas du tout le même. Il y a Verskaren qui est un chouchou du coach, qui joue alors qu'il est pas bon. Il y a Léonie qui mouille le maillot, qui est là, qui est un fervent, qui va se battre, qui a une mentalité de gagnant, qui joue pas. Ouais, c'est intéressant. Je pense que tu as tout dit sur ce débat. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler d'un sujet un peu plus général parce qu'on n'a pas l'occasion, on est souvent focalisé sur l'actu et c'était cool de t'entendre aussi, de vous entendre sur ce sujet. On passe au crack ou à la fraude. Évidemment, c'est notre séquence découverte que nous entretenons depuis le début de saison. Qui sera le joueur mis en avant ou alors descendu par Guillaume Gillet? Et oui, forcément, il ne mâche pas ses mots, Guillaume Gillet. Il est à fond. Mais on démarre avec Quentin, évidemment. Crack ou fraude? Ma fraude, j'étais au stade dimanche. C'est Yari Verskaren. Désolé, le match qu'il a fait, exécrable. Fraude, Yari Verskaren. Ouais, franchement, sur son match, c'était ok, il a joué un cran trop bas, mais dans sa manière de jouer, il jouait en marchant, il faisait pas les appels. On sait que pourtant c'est quelqu'un de très vif, qui est meilleur dans un positionnement plus haut, je suis d'accord. Mais là, quand je regardais, il jouait beaucoup en arrière, il jouait beaucoup trop en arrière. Quand il faisait la balle, dans un match comme ça, tu dois avoir de l'intensité. Tu dois demander l'une d'eux, tu dois accélérer. Quand il y avait une phase offensive, il allait en trottinant, il demandait pas. Je trouve qu'il était vraiment pas dans un mindset de gagnant. Il a pas de caractère. Et il a pas de caractère, c'est vraiment ça. Et son match, même les supporters à côté de moi, ils en pouvaient plus. La vérité, à chaque fois qu'il touchait la balle, qu'il ratait quelque chose, qu'il faisait pas la balle, tout, ils en pouvaient plus. Et je trouve que son match, c'est chaud, quoi. Effectivement, ce sera très compliqué de le voir devenir le
le Ahmed Hassan 2.0 parce que ou même le Mbark Boussoufa parce que je pense qu'il a raté le train. Yari Verskaren, bien loin de son niveau lorsqu'il avait 17 ans et qu'il était titulaire au Sporting d'Anderlecht. Et Diable Rouge. Et appelé l'équipe nationale belge. Hein. Soi-disant le chouchou d'un certain Roberto Martinez. On n'en reviendra pas parce qu'on connaît les choix de Martinez qui parfois ont été très discutables. Allez, mon cher Thomas, crack ou fraude? Et évidemment, pas de fraude parce que c'est l'arbitrage. Je le dis pour ceux qui nous rejoignent. Quand tu dis ça. Oui, parce que j'aurais aimé que tu nous sortes des fraudes. Tu ne te mouilles jamais. Moi, je suis un homme qui prend des risques dans la vie. Moi, j'aime les gens qui prennent des risques. Comme Guillaume Gillet. Tu sais très bien que je suis comme ça. Quand il joue, il prend des risques. Je sais très bien que je suis comme ça, mais c'est juste que depuis le mois de janvier, je pense que je me suis calé sur la fraude et on n'en parle plus. Moi, je préfère mettre en avant maintenant. Allez. J'ai fait 4 mois fraude et maintenant fais du je fais lobby. 4 mois. Vas-y, allez, fais ta propagande, on t'écoute. Non, moi j'ai opté pour Jude Glas, tout simplement parce que Thiago donc s'est blessé, donc il a pris sa place. Pas directement parce qu'il était aussi titulaire, mais en position 9. Et je trouve qu'il a joué d'une façon complètement différente, mais c'était hyper intéressant la façon dont il a joué. Même le match d'avant, il était très important. La passe décisive qu'il avait mis sur Scovelsen, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Ce joueur, on le savait d'avance, il avait du talent. Sous Leila, il était pas très bon. Et de toute façon, c'est pour quasiment tous les joueurs. Ils sont nettement meilleurs sous Hayen. Et je trouve que Jude Glas était la clé du succès sur ce match avec le fait qu'il ait joué avec 4 milieux de terrain face à Anderlecht. Ferran Jude Glas, donc. Et alors, Guillaume, t'as eu un peu de temps pour réfléchir. Ça y est, je t'ai vu pensif, tel un véritable philosophe grec. C'est bon. Bah ouais, crack ou fraude? Les deux. Fais-toi plaisir. Crack, c'est pas un joueur, c'est le public d'Anderlecht. D'accord. Parce que j'étais pas au stade, malheureusement, parce que j'étais à l'étranger. J'admire en fait aujourd'hui le public anderlechtois qui est derrière son équipe malgré cette année là maintenant sans titre. Je crois qu'aujourd'hui il y a une meilleure ambiance dans le stade à mon époque, il sera pas d'accord. Ouais, non, quand il y a le goal, c'était une cathédrale. Je trouve que justement, dans un match comme ça pour le titre, quand t'es mené 1-0, je trouve que le public doit remobiliser les joueurs. Et là, franchement, c'était le calme plat, on n'entendait que les Brugeois. Mais, par rapport à ce que j'ai connu, c'est mieux. Le public aujourd'hui, c'est incroyable d'être autant derrière l'équipe avec tout ce qu'ils ont vécu. Et pour moi, fraude, c'est Delaney. Pourquoi Delaney, pas sur sa saison là? Pourquoi est-ce qu'un garçon de cette expérience-là me fait un tacle la semaine dernière contre Genk qui sert absolument à rien, prend un carton jaune, est suspendu pour le match le plus décisif? Ça me pose un peu problème parce que je pense que Delaney dans le milieu, dans la forme dans laquelle il était actuellement, ça aurait fait une grosse différence et Van Aken n'aurait pas joué dans son canapé comme je le suis actuellement si Delaney avait été là. Donc pour moi c'est une grosse erreur comme le triste Manuel Neuer a pu le faire contre le Real de Madrid à 38 ans, faire des erreurs comme ça dans des matchs clés, c'est comme difficile. quoi, il n'y a pas que des jeunes qui font des erreurs d'immaturité. Là, ici, ça a été le cas et ça a été un gros problème pour le Sporting d'Anderlecht. Thomas. Je peux vite dire un truc avant de terminer? Bah ouais. C'est par rapport au crack. Bon, j'ai utilisé Jude Glas parce qu'on était dans le championnat belge, mais on parle très peu du football international les dernières semaines parce que bon, les playoffs, il faut en parler. Mais j'ai envie de sortir un joueur qui va être très intéressant. Ça va être Bradley Barcola qui va remplacer Mbappé la saison prochaine. Ouais, ça c'est Made in Ligue. Non, honnêtement, parce que j'ai fait le match Nice PSG cette semaine et la façon dont il a joué et même c'est même pas juste par rapport à ce match-là, mais il va être très intéressant ce joueur. Voilà. J'étais très sceptique quand il est passé de Lyon au Paris Saint-Germain parce qu'on parlait justement du fait qu'ils ont mis beaucoup d'argent, que c'est un jeune joueur et il est tout jeune, ils sont vite des grands joueurs, mais Barcola sera incroyable. Voilà, et ça nous permet évidemment de faire la transition avec les prochains contenus qui vont arriver, spécial Euro, mais tout doucement, on va vous expliquer ça en temps et en heure. Wait and see, et Wait and see, c'est évidemment votre rubrique transfert qui cette semaine est dédiée à Pierre Duomo. On va parler également de Divock Origi et on aura un petit mot sur Archie Brown qui intéresse du côté de la Ligue 1 justement dont tu parlais.
Je pense qu'il me reste qu'à te remercier, Guillaume. Le frère d'Alphonse. Le frère d'Alphonse, exactement. Ah, j'avais pas la référence. C'est fou, hein. Il est bon, ça c'est à l'ancienne, c'est un vrai rêve de boomer. Ça. C'est là qu'on voit qu'il est devenu coach, il est plus joueur. Mon cher Guillaume, merci infiniment d'avoir été présent dans le Football Time, c'était un bonheur. Merci à vous pour l'invitation, c'était toujours agréable de parler de foot avec des connaisseurs comme vous. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et vraiment retrouve un club très vite, fais-nous rêver sur le terrain et puis reviens nous voir quand tu veux. Surtout t'es la bienvenue et on t'accueillera avec le club. Sur le terrain, ce sera plus difficile de vous faire rêver, mais sur le banc de touche, quoi. On essaiera. Allez, génial. Thomas, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Et à bientôt. Quentin, à bientôt. À bientôt et prêt pour l'Euro. Et prêt pour l'Euro, effectivement, soyez prêts. Le Football Time ne s'arrête jamais. On va passer un très bon moment. Comme d'habitude, tac le like et évidemment vos commentaires pour réagir à tout ce qui s'est dit durant l'émission. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la semaine prochaine. Ciao.